Tu ne mérites pas ce succès, dit mon père pendant le dîner de ma remise de diplôme. Alors laisse Joshua payer tes factures, ai-je répondu en levant mon verre. Je suis parti, et ce fut la dernière fois que je me suis retourné. Je l'ai dit avec un sourire discret, calme et assuré. Ce genre de sourire qu'on offre lorsqu'on comprend enfin que quelqu'un n'a jamais été vraiment de notre côté. Après ce geste, un silence s'est installé. Peut-être 5 secondes. Peut-être plus. Mais j'ai senti que tout s'était figé, juste assez longtemps pour voir les visages changer. Les rires se sont coupés. Les couverts ont cessé de tinter. Mon père, toujours une bouteille de bière à la main, à moitié vide, a cligné des yeux lentement, comme s'il doutait de ce qu'il venait d'entendre. Moi, non. J'étais sûr de mes mots. Pour une fois dans ma vie, j'avais parlé sans trembler. Et je le pensais vraiment. Cette soirée devait célébrer quelque chose d'important, ma remise de diplôme universitaire. Et pas de n'importe quelle école. J'avais obtenu mon diplôme d'Okaven, l'une des meilleures universités publiques de l'État. J'avais traversé tout ça, presque seul. Mes frais de scolarité étaient couverts en grande partie par des bourses. J'avais cumulé des petits boulots, des séances de tutorat qui se prolongeaient après minuit, et des services matinaux au café du campus. C'était dur. Mais je l'ai fait. Et personne, dans ma famille, ne m'avait tendu la main. Malgré tout, je les avais tous invités. J'avais dépensé presque tout ce qui me restait pour réserver une terrasse de restaurant, commander de la nourriture, accrocher quelques décorations, acheter des boissons et même engager un musicien. Juste un gars avec une guitare et une voix pleine de sincérité. Je voulais que la soirée ait du sens, qu'elle marque un vrai tournant. Et peut-être que c'était le cas, juste pas comme je l'avais imaginé. Tout le monde était venu. Ma mère, discrète comme toujours. Ma tante et mon oncle, entre soutien distant et simple curiosité. Mes petits cousins couraient partout, des ficelles de ballon nouées au poignet. Mon père est arrivé 1 heure en retard, déjà un peu ivre, vêtu d'une chemise de pêche froissée, le visage marqué par ce même sourire suffisant. Joshua, lui, n'était pas là. Il ne venait presque jamais. Et pourtant, il était partout. Dans chaque anecdote de mon père. Surtout celle qui a retourné toute la soirée. Tu ne mérites pas ce succès, a-t-il répété en se levant, comme s'il s'apprêtait à porter un toast. Joshua, lui, oui. Il n'a pas bafouillé. Il ne riait pas. Il le pensait vraiment. Et ces mots m'ont percuté comme une pierre. Il portait tout le poids des années passées. À cet instant précis, j'ai compris ce que j'aurais dû voir depuis longtemps. J'avais passé toute ma vie à espérer que cet homme dise qu'il était fier de moi. Il ne le ferait jamais. Alors j'ai levé mon verre, comme si c'était encore un moment de joie, et j'ai dit, « Parfait, alors qu'il commence aussi à payer tes factures. » Inutile de crier. Tout le monde avait entendu. Et tout le monde avait compris. Certains ont même esquissé un sourire. Pas parce que c'était drôle. Mais parce qu'ils ont reconnu la vérité dans mes paroles. J'ai posé mon verre. J'ai regardé mon père une dernière fois. Et je suis sorti. Pas d'explication. Pas d'accolade. Pas un seul regard en arrière. Je ne suis pas rentré chez moi après. Je ne pouvais pas rester seul dans mon appartement vide à revivre cette scène. Alors j'ai conduit. Sans but précis. Juste les rues, le silence et les lampadaires. Vers minuit, je me suis retrouvé garé à la sortie de la ville. Là-haut, à Lookout Point. Cet endroit où les ados venaient se cacher pour respirer un peu, pour croire que le monde était petit. J'ai coupé le moteur, baissé les vitres. Le froid ne me dérangeait pas. Il me gardait ancré. Et dans ma tête, une seule phrase résonnait encore. Tu ne mérites pas ce succès. Joshua, lui, oui. Le succès? Le diplôme que j'avais décroché après 5 années d'efforts intenses. L'emploi que j'avais trouvé après des dizaines de refus et d'entretiens épuisants. Les dettes que j'avais évitées en sacrifiant chaque soirée, en vivant de nouilles instantanées. Qu'avait fait Joshua pour mériter tout ça? Cette question m'avait hanté depuis toujours. Joshua, c'était toujours celui qu'on pardonnait en premier. Celui à qui on donnait des dizaines de secondes chance. Celui qu'on félicitait juste pour être là. Il avait abandonné la fac communautaire après un seul semestre. Et mon père l'appelait encore, le plus intelligent. Moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans pour m'acheter mes vêtements scolaires. Joshua, lui, avait failli se faire renvoyer de GameStop 3 fois. Et pourtant, il lui disait à quel point ils étaient fiers qu'il travaille dur. Je n'avais jamais eu de preuve concrète de cette différence de traitement.
Jusqu'à ma 3e année d'université. Ce week-end-là, en rentrant chez moi, j'ai vu un papier sur le comptoir de la cuisine. Une facture de scolarité. Avec le nom de Joshua. Marqué comme « intégralement réglé ». Ce fut la première fois que j'ai eu une preuve. Pas une simple impression. Une confirmation que tout cela était aussi injuste que je l'avais toujours cru. Je n'ai rien dit. Je ne voulais pas créer un conflit. Je me suis dit que peut-être il ne pouvait pas m'aider. Que l'argent manquait. Qu'il faisait ce qu'il pouvait. Ou qu'il pensait que je n'avais pas besoin d'aide. Mais quelques heures avant de me tenir là, sur cette terrasse, à écouter mon père faire l'éloge d'un fils qui n'avait même pas pris la peine de venir, tout en balayant complètement tout ce pour quoi j'avais travaillé. Cela a détruit tout ces peut-être que je m'étais raconté. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à démêler le passé. J'ai ressorti de vieux documents, ravivé des souvenirs que j'avais enfouis, et j'ai commencé à voir le schéma. Qui il protégeait toujours. Et qui il laissait systématiquement se débrouiller seul. Ça n'avait jamais vraiment été une question d'argent. Ni une question de mérite. C'était une question de foi. Et la douloureuse vérité, c'est que mes parents, surtout mon père, n'avaient jamais cru en moi. Tandis que je restais là, à contempler la ville endormie, j'ai murmuré tout bas, ça s'arrête là. Je ne parlais pas de la dispute de ce soir-là. Je parlais de ce faux sourire, de ces suppliques muettes, de cet effort constant pour prouver ma valeur. J'en avais fini de tendre la main vers des gens qui ne l'avaient jamais tendue vers moi. Le fait de grandir en étant invisible vous apprend à disparaître sans bruit, à porter le poids des autres sans faire de vagues. Mais quelque chose a changé en moi, cette nuit-là, sur la colline. Pour la première fois, je ne voulais plus me fondre dans le décor. Je ne voulais pas seulement quitter la fête. Je ne voulais pas juste une pause loin de la voix de mon père. Je voulais de l'espace, loin de toute la situation, loin de tous, loin des gens que j'avais passé des années à appeler ma famille. Longtemps, j'ai cru qu'en travaillant dur, en gardant de bonnes notes, en trouvant le bon emploi, il finirait par me voir. Que quelque chose finirait par faire tilt. Qu'il lèverait les yeux et qu'il me remarquerait enfin. Mais ce moment n'est jamais venu. Ce n'est pas qu'ils étaient méchants ou cruels comme dans les contes. Non, ça aurait été plus facile de partir. C'était plus subtil. Je ne comptais que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Mon père avait besoin d'aide pour ses impôts, j'étais la personne fiable. Ma mère avait des soucis avec son ordinateur, c'était moi qu'elle appelait. Joshua avait encore explosé sa voiture, on attendait de moi que je l'emmène à des entretiens où il n'irait même pas. Ce n'était pas qu'il m'en voulait. La rancune demande de l'attention. Non, il s'en fichait, tout simplement. Cette prise de conscience ne m'a plus quitté pendant plusieurs jours après ce dîner. Je n'ai répondu à aucun appel. Je n'ai écouté aucun message vocal. Ma tante m'a écrit sur Facebook pour dire que papa n'était pas lui-même ce soir-là, qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit. Ma mère m'a laissé un message, me suppliant de ne pas laisser un seul moment tout gâcher. Mais ce n'était pas un moment. C'était tous les moments. Toutes ces remarques piquantes, tous ces instants où Joshua échouait et on lui disait qu'il apprenait encore. Et moi, quand je faiblissais, on me disait de grandir. Comme la fois où j'ai essayé de parler à papa de mes projets d'avenir, et qu'il m'a dit que j'en faisais trop. Puis, ce soir-là, il a annoncé fièrement que Joshua avait monté un groupe dans le garage. Un groupe qui n'a jamais joué nulle part. Toute la frustration que j'avais refoulée remontait peu à peu. Des souvenirs anciens, que je n'avais pas repensés depuis des années, sont revenus. Comme cette fois au lycée où je me suis cassé le bras et où on m'a reproché d'avoir raté l'entraînement de sport, tandis que Joshua, qui avait échoué dans toutes ses matières, était récompensé par un voyage en Floride pour se reposer. Ou le jour où j'ai ouvert ma lettre d'admission à l'université, et où papa m'a dit, ne compte pas sur nous pour payer quoi que ce soit. Je ne comptais pas sur eux. Je ne l'avais jamais fait. Pourtant, j'ai donné tout ce que je pouvais. Mon temps. Mon argent. Mon énergie. Mon silence. Mais à un moment donné, je n'avais plus rien à offrir. Il n'y a pas eu de fin dramatique. Pas de cri. Pas de crise. Pas de discours final. J'ai juste arrêté. J'ai arrêté de tendre la main. J'ai arrêté de répondre. J'ai arrêté de croire qu'ils changeraient. Ils avaient toujours voulu que je sois quelqu'un d'autre. L'aide discrète. Le frère fiable. Celui qui applaudit doucement dans l'ombre pendant que les autres brillent. Et j'ai si bien joué ce rôle, si longtemps, que j'ai failli oublier que je pouvais quitter la scène. Ce choix ne s'est pas imposé à moi comme un éclair de génie ou une musique dramatique en fond. Il s'est présenté un mardi banal.
Un mardi sans rien d'exceptionnel. 2 jours après la fête, je me suis levé du lit, j'ai préparé du café, je me suis assis à la petite table de ma cuisine, dans mon appartement d'une pièce, et j'ai regardé la photo de ma remise de diplôme. La seule photo que j'avais demandé au serveur de prendre, juste avant de quitter le restaurant. On voit les autres derrière, qui rient, des assiettes encore pleines, et un ballon figé dans l'air. Mais moi, je ne regardais pas la fête. Je me regardais. Je n'avais pas l'air fier. Même pas soulagé. J'avais l'air vidé. Comme quelqu'un qui a porté trop longtemps un poids et qui a oublié qu'il pouvait le poser. C'est là que j'ai pris mon téléphone. Pas pour écrire. Pas pour appeler. Pour bloquer. D'abord mon père. Puis ma mère. Ensuite Joshua. Et enfin ce groupe de discussion qui ne se souvenait que j'existais quand quelqu'un avait besoin d'un trajet ou ne comprenait pas un formulaire. Un par un, je les ai effacés. Sans drame. Sans message flou en ligne. Sans discours d'adieu. J'ai simplement baissé le volume. Puis j'ai commencé à faire des cartons. Je suis resté dans cet appartement par habitude. Assez proche pour être là s'ils avaient besoin de quelque chose, mais assez éloigné pour avoir l'impression d'avoir des limites. Pourtant, ça n'avait jamais vraiment été chez moi. C'était un lieu d'attente, un espace entre l'effort et l'abandon. Et j'étais fatigué d'attendre. J'ai vendu la plupart de mes affaires sur Facebook Marketplace. J'ai utilisé l'argent pour rembourser le reste de mon prêt étudiant, et j'ai confié les clés à un collègue qui cherchait un logement. En 2 semaines, j'étais parti. Nouvel appartement, nouvelle ville, nouveau numéro. Pas d'au revoir, pas d'explication. La seule chose personnelle que j'ai emportée, en dehors de l'essentiel, c'était mon diplôme. Je l'ai fait encadrer, je l'ai accroché au mur au-dessus de mon bureau. Pas pour impressionner, pas pour m'inspirer, mais pour me rappeler que j'avais accompli ça seul. Que ça comptait, même si personne ne le reconnaissait. Même si mon père s'était tenu devant tout le monde pour faire semblant que ça ne signifiait rien. J'étais toujours là, toujours debout. Et pour la première fois, je ne tenais pas debout parce que je n'avais pas le choix. Je tenais debout parce que j'étais parti. C'est drôle comme la vie semblait bruyante quand ils en faisaient encore partie. Pas seulement leurs paroles, mais leurs jugements, leurs critiques déguisées, leurs avis constants. Même mes pensées. Devrais-je leur écrire ? Peut-être que si je leur expliquais autrement, cette fois, ils comprendraient. Une fois tout cela effacé, remplacé par un vrai silence, je pensais me sentir seul. Mais ce n'était pas le cas. Je me sentais léger. Ce premier soir dans mon nouvel appartement, je me suis assis par terre. Pas encore de canapé, pas de sommier, juste un matelas, une boîte de provisions, et du calme. Pas le calme qui rend nerveux. Le calme qui apaise, comme l'air qui revient doucement dans les poumons. Je n'ai pas allumé mon téléphone. Je n'ai pas fait défiler d'écran. Je ne me suis pas demandé qui avait remarqué mon absence. Parce que je savais déjà ce que j'y verrais. Des appels manqués. Des messages remplis de culpabilité, déguisés en inquiétude. Peut-être quelques phrases du type « après tout ce qu'on a fait pour toi », conçues pour me faire revenir. Mais j'avais tout bloqué. Pas pour les blesser, mais parce que je n'avais plus rien à expliquer à des gens qui avaient déjà décidé de qui j'étais. Et dans ce silence, j'ai commencé à me souvenir de qui j'étais avant. Je me suis souvenu combien j'aimais cuisiner, avant que chaque repas de famille devienne un moment de jugement. Alors, le deuxième soir, je me suis préparé quelque chose de vrai. Rien de grand, juste des légumes rôtis, du pain à l'ail et des pâtes, mais je les mangeais à une table que j'avais montée de mes propres mains. Je me suis souvenu que j'aimais dessiner. En déballant mes affaires, j'ai retrouvé d'anciens carnets étiquetés divers. À l'intérieur, des carnets de croquis que je n'avais pas touchés depuis des années. J'ai passé quelques soirées à dessiner à nouveau. Sans peur d'être observé. Sans chercher à impressionner. Sans pression. Je me suis souvenu que j'aimais être seul. Que je n'avais pas besoin de prouver que je comptais pour avoir de la valeur. Et petit à petit, de nouveaux visages ont commencé à apparaître dans ma vie. Il y avait un gars, Thomas, qui vivait près de chez moi. Il a commencé à m'inviter à ses soirées jeux avec ses amis. Puis il y a eu Laura, une fille que j'ai croisée par hasard dans une librairie. Elle m'a demandé ce que je feuilletais, et ça s'est transformé en une discussion autour d'un café. Mes collègues ont commencé à me voir autrement. Plus seulement comme celui qui gérait tout. Ils étaient vraiment curieux d'entendre parler de ma vie. Sans la remodeler. Aucun d'eux ne savait les années que j'avais passées à courir après l'affection comme s'il s'agissait d'un prix à gagner. Ils aimaient juste être avec moi. C'était nouveau.
Et je n'avais pas l'intention de les promener à travers tout ce chemin parcouru pour valider mes progrès. Je n'avais plus rien à justifier. Tout ce que j'avais maintenant, c'était le calme. Et enfin une vie qui me ressemblait. Environ 3 mois après ce dîner, je venais de rentrer du travail. Mon manteau à moitié sur les épaules, des sacs dans les bras, quand on a frappé à la porte. 3 coups secs et rapides. Ni un voisin, ni une livraison. Cela m'a figé. Quand j'ai ouvert, c'était ma mère. Elle avait l'air différente. Plus petite, d'une certaine manière. Pas en taille, mais en présence. Comme si elle essayait d'avoir l'air sûre d'elle, mais n'y parvenait pas vraiment. J'étais dans le coin, a-t-elle dit, comme si ça expliquait pourquoi elle était là. Je me suis dit que je passerais. Je suis resté silencieux. J'ai tenu la porte, ni grande ouverte, ni totalement fermée. Juste assez pour qu'elle décide quoi dire ensuite. Elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur, ses yeux parcourant l'appartement, presque surprise que j'ai construit une vie séparée d'eux. Ton père demande après toi, a-t-elle ajouté. J'ai levé les sourcils. Il ne va pas très bien, tu lui manques. C'était tout. La petite poussée de culpabilité, posée doucement devant moi. Mais je n'ai pas réagi comme avant. Je me suis contenté de dire, il avait la chance de me dire ça à la fête. Puis j'ai refermé la porte calmement. Sans haine. Juste avec certitude. 7 jours plus tard, j'ai reçu un message vocal d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli l'ignorer, mais la durée m'a intrigué. 2h43 du matin. Personne n'appelle à cette heure-là, sauf si le bois est émotif, ou les deux. Je me suis assis au bord du lit, fixant l'écran, hésitant. Finalement, j'ai appuyé sur lecture. C'était mon père. Son ton était lent, délibéré. Pas d'alcool, pas de mots flous. Juste étrangement contrôlé. C'est quoi ton problème, fut sa première phrase. Pas de bonjour. Pas de tu me manques. Juste ça. Tu t'es toujours comporté comme si tu valais mieux que nous. Comme si le monde te devait quelque chose, juste parce que tu étais là. Tu as fini ton diplôme, oui. Bravo. Mais fais pas semblant de l'avoir fait tout seul. Tu viens de nous, et tôt ou tard, tu reviendras d'où tu viens. Puis la ligne s'est coupée. Pas d'excuses. Pas de responsabilité. Juste une autre tentative de faire passer ma croissance pour une trahison. Comme si tout ce que j'avais accompli seul était une insulte. Mais cette fois, ces mots ne m'ont pas atteint. Ils ont juste confirmé ce que je savais déjà. Je n'appartenais plus à leur histoire. Et cette prise de conscience m'a apporté la paix. En l'écoutant, je n'ai pas ressenti de colère. Pas de larmes. J'étais simplement là, dans mon appartement, regardant les lumières dehors, et j'ai compris que c'était fini. Pas brisé, pas écrasé. Juste terminé. C'est étrange comme quelque chose peut sembler définitif sans qu'il ne se passe rien de spectaculaire. Pas d'explosion. Pas de cri. Juste le silence. Vous écoutez une voix qui, autrefois, définissait tout chez vous, et maintenant elle ne vous dit plus rien. Comme quelqu'un que vous avez connu, mais qui n'a plus aucun poids dans votre vie. Ce message vocal, ce fut la dernière fois que je l'ai entendu parler. Je n'ai pas bloqué le numéro. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste laissé là, intact. Comme toutes ces questions que je me posais autrefois, la nuit, sans fin. Choisir de ne pas réagir m'a apporté plus de paix que toutes les disputes réunies. Les choses ne sont pas devenues parfaites après ça, mais elles sont devenues vraies. J'ai trouvé un travail qui me convenait. Rien d'énorme, rien de brillant. Juste quelque chose de stable, quelque chose à moi. J'ai commencé à faire un peu de freelance aussi, des projets de design qui m'ont permis de retrouver ma créativité. Ces projets m'ont rappelé que je n'étais pas seulement ce que ma famille avait voulu me faire croire. Petit à petit, mon appartement a commencé à ressembler à un vrai chez moi. Des étagères pleines de livres que j'avais lus et relus. Une table de salle à manger d'occasion, avec des chaises dépareillées, mais qui allaient bien ensemble. Une photo encadrée de moi en toge, souriant. Pas pour frimer. Juste parce que j'étais fier de moi. J'ai noué de nouvelles amitiés. Des relations qui ne reposaient pas sur des services ou la culpabilité. Thomas, mon voisin, est devenu un vrai ami. Un soir, autour de quelques bières, je lui ai tout raconté. Il n'a pas été surpris. Il n'a pas rendu la chose étrange. Il m'a juste tendu une autre bière et m'a dit, certaines familles te portent, d'autres te brisent. On dirait que la tienne a fait les deux. Laura et moi avons aussi passé plus de temps ensemble. C'était lent, stable, et vrai.
Pas de jeu. Pas de drame. Juste deux personnes blessées différemment, mais qui voulaient encore essayer. C'est ce qui rendait cela spécial. Je n'ai pas reconstruit ma vie pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je l'ai fait parce que, enfin, je croyais que je méritais une bonne vie. Pas à cause de mes réussites. Pas à cause de mes souffrances. Mais parce que chacun mérite d'être vu, aimé, et respecté, sans avoir à le gagner. Un après-midi, alors que j'accrochais une nouvelle photo au mur, au-dessus du canapé, mon téléphone s'est mis à sonner. 37 appels manqués. Tous venant de numéros que je connaissais par cœur. Tous de ces mêmes personnes qui ne se souvenaient de moi que quand elles avaient besoin de quelque chose. J'ai regardé l'écran, puis j'ai coupé le son et j'ai repris là où j'en étais. C'était un dimanche tranquille. Un de ces jours où tout semble paisible, et où le soleil rend le monde plus doux. Je rentrais du café, un pain au levain chaud et deux boissons glacées à la main. Une pour moi, une pour Laura. Elle m'attendait chez moi, feuilletant les vinyles qu'on avait commencé à collectionner ensemble. Je ne pensais plus à ma famille. Pas du tout. Jusqu'à ce que je tourne au coin de la rue et que je vois une voiture que je n'avais pas vue depuis presque un an. La voiture de ma mère. Elle était garée, immobile, comme si elle avait à peine fait le trajet et ne savait plus quoi faire. Je me suis arrêté. Mon cœur est resté calme. Mon esprit n'a pas paniqué. Elle se tenait devant la porte de mon immeuble, levant les yeux vers les fenêtres, comme si elle ne savait même plus laquelle était la mienne. Elle ne m'avait pas encore vu. Je suis resté à quelques mètres, sur le trottoir, et j'ai observé. Elle tenait quelque chose dans les mains. Peut-être une note, peut-être une lettre. Peut-être que ça disait quelque chose comme tu nous manques, ou ton père ne le pensait pas, ou pouvons-nous parler. Mais je n'avais pas besoin de le lire. Je savais déjà comment cette histoire finirait. Je ne l'ai pas appelée. Je ne me suis pas approché. Je ne me suis pas non plus retourné. J'ai juste continué à marcher, lentement, calmement. Elle a levé les yeux quand j'ai traversé la rue. Nos regards se sont croisés un instant. Elle a ouvert la bouche pour parler. Mais je ne lui ai rien donné. Pas un signe de main. Pas un sourire. Même pas un regard. Juste le silence. Pas pour lui faire mal. Pour protéger ma paix. Je lui avais déjà pardonné. Discrètement. Sans grand discours. Mais pardonner ne veut pas dire laisser quelqu'un revenir. Surtout quand cette personne n'a jamais su frapper avant d'entrer. Je suis monté chez moi. Laura était là, pieds nus, les cheveux relevés, écoutant un vieux vinyle. Ça ressemblait à une scène sortie d'un film paisible. Elle a souri en me voyant. Je lui ai tendu sa boisson et je l'ai embrassée sur la joue. Comme si de rien n'était. Parce que pour moi, rien ne s'était passé. Plus maintenant. Le passé est resté là-bas, sur le trottoir. Mais moi, j'étais déjà chez moi. Mon diplôme est accroché au-dessus de mon bureau, dans un cadre noir simple. Pas de lumière. Pas d'exposition spéciale. Juste une preuve discrète de ce que j'ai construit, quand personne ne m'encourageait. Parfois, le soir, je m'assois en dessous, avec une tasse de café chaud, la fenêtre ouverte, une musique douce en fond. C'est mon moment préféré de la journée. Le calme. La paix. Le rappel de ce que je suis devenu. Mon téléphone repose à côté de moi, toujours rempli d'appels manqués. Certains de ma mère, d'autres de parents éloignés qui ne se manifestaient que lorsqu'il y avait un problème. Même quelques-uns de numéros inconnus, dont je devine facilement l'origine. Je ne les bloque plus. Mais je ne réponds pas non plus. Parce que pourrais-je dire? Que je vais bien maintenant? Que je suis heureux, que j'ai trouvé l'amour, de vrais amis, et la paix? Pas grâce à eux. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait. Je ne leur dois pas cette histoire. Je l'ai vécue. Et cela suffit.